Bonjour à tous. Donc, on ne va pas attendre qu'il soit 10 heures pour démarrer. Donc, moi, je m'appelle Bernard Julien. Je suis un universitaire bordelais, bien qu'habitant Paris, et un spécialiste de l'industrie automobile. Et je vais modérer cette table ronde qui réunit donc 6 personnes en plus de moi. On a 2 représentants, je dirais, de l'aval de la filière automobile, que sont Benoît Carpentier du CNPA et Monsieur Prévost du groupe Eden Auto, qui est un groupe de distribution très présent dans le sud-ouest. Ensuite, vous avez à ma droite Monsieur Antoine Hertement, qui est président de l'AVER. À ma gauche, Diane Strauss, qui représente Transport Environnement pour la France, et puis messieurs Mortureux tout à fait au bout, qui est le directeur général de la PFA, si je ne me trompe, et puis Yann Vincent, qui est l'ancien patron des fabrications chez Stellantis et qui est désormais à la tête de ACC, qui est la structure conjointe de Saft et de Stellantis dédiée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Donc nous allons avoir ce matin une table ronde qu'on avait imaginée avec quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Rémi Bastien, et qui portait, on avait imaginé ça il y a presque 18 mois, un peu plus même, et on souhaitait se demander ce qui allait se produire quand l'automobile électrique, au lieu que d'être une niche, allait devenir le standard universel imposé par l'autorité. Qu'est-ce que ça change, et est-ce que les projections de réduction des coûts et finalement de diffusion rapide seraient plausibles, à quelle barrière elles se heurteraient, etc. Donc on va reprendre ce débat-là. Et j'ai, comme économiste, eu cette idée extrêmement originale qui consiste à poser la question de la demande d'abord et de l'offre ensuite. Donc on va démarrer avec les questions qui ont trait à la demande. Et là, on aura deux thématiques. Celle qui concerne les véhicules d'abord, avec les questions de baisse des prix, etc. Et puis on aura ensuite l'environnement des véhicules, l'écosystème dans lequel ils doivent évoluer. Et là, évidemment, se posera la question de la recharge, par exemple, qui est évidemment une des conditions pour que la demande soit à la hauteur des espérances qu'on a en elle. Et puis, évidemment, viendront ensuite les questions d'offres. Et les questions d'offres, on les posera au niveau de l'assemblage des véhicules, comme l'a fait le président Macron très récemment du reste, et puis on la posera aussi au niveau de l'écosystème dans lequel les différents opérateurs évolueront. Et donc là, évidemment, ce sera la question de la R&D, la question des batteries, et éventuellement aussi la question de toutes les innovations qu'il faut mettre en œuvre du côté des usages. Donc voilà comment les choses vont se dérouler. Donc on va avoir ces 4 chapitres-là, puis ensuite je donnerai à chacun de nos intervenants 2-3 minutes pour conclure, en reprenant les points qui leur paraissent essentiels. Donc du côté de la demande, la première des questions est évidemment de savoir comment les clients se comportent. Est-ce qu'ils se plaignent de prix trop élevés, ou à quelle barrière on se heurte quand on essaye de leur vendre des véhicules électriques. Donc on a maintenant 2 années où la plupart des réseaux ont cette expérience-là. Et donc je vais demander aux représentants de l'aval, aux représentants du commerce automobile, de nous dire son sentiment par rapport à cette question cruciale. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de participer à cette table ronde et de représenter le client, nous, réseaux de distribution, parce que c'est au cœur de notre stratégie chez Eden Auto que de satisfaire le client. Alors, quand on écoute le client pour développer les ventes électriques, qu'est-ce qui ressort ? Il ressort tout compte fait de 3 grandes attentes. La première attente, c'est bien évidemment l'autonomie. Une plus grande autonomie que ce qu'on a pu fournir jusqu'à maintenant à nos clients. Et je pense en soi que le franchissement durable d'une autonomie au-dessus de 500 km, ce qu'on commence à approcher, une réelle autonomie au-delà de 500 km, sera un premier attendu de la part de nos clients. Ça, c'est le premier point.
Ensuite, le second point, lorsqu'on échange avec nos clients, c'est les solutions de charge. Bien évidemment, il y a la densité du réseau de charge. On a souvent entendu dans la presse ce cap de 100 000 bornes qui ne sera pas atteint cette année, mais il y a des attentes. Puis au-delà de la densité, il y a l'accessibilité à ce réseau de charge. Et puis, il y a, et ça va de pair à la fois avec le réseau de charge et puis les constructeurs, plus que tout peut-être, le temps de recharge. C'est une attente forte de la part de nos clients que d'avoir un temps de recharge qui se réduise par rapport à ce qu'on a pu fournir à nos clients jusqu'à maintenant. Et puis, vous en avez parlé dans votre introduction, il y a bien évidemment le prix. On évoquait tout à l'heure avec Benoît, le prix moyen d'un thermique, c'est 27 000 €. Si vous faites le tour du salon, je pense que vous trouverez peu de véhicules dans ces prix-là, mis à part peut-être la Dacia Spring, mais qui ne répondrait pas aux premiers critères que j'ai pu fournir. Oui, la Dacia Spring, qui ne fournit que 100 km d'autonomie. Si on veut approcher les 500 km, on est sur des prix entre 40 et 50 000 €. Et là, c'est pas le commun des mortels qui peut accéder à ce prix-là. Et si on voit une explosion du marché du véhicule de l'occasion, alors bien évidemment, la crise ponctuelle des semi-composants et la rareté des produits VN qu'a induit cette crise en explique une partie. Mais je pense que l'autre partie qui va faire que le marché du véhicule d'occasion va être durablement haut, c'est l'accessibilité à ces moyens de locomotion en full électrique. Alors, derrière tout ça, bien évidemment, nous, réseau de distribution, pour développer les ventes électriques, on a des progrès à faire. Il faut qu'on balaye devant chez nous. Hein. C'est important. Je pense qu'il faut qu'on se comporte, et on échangeait ensemble vendredi soir, vous avez eu cette petite formule de médecin de campagne. Je l'ai retenue. Je pense qu'il faut qu'on se comporte davantage en médecin de campagne pour endiguer le stress qui existe encore chez nos clients quand il faut acheter un véhicule électrique. Le stress sur est-ce que le véhicule est fiable, où est-ce que je pourrais recharger mon véhicule, combien j'aurai d'autonomie. Tout ça, ça passe par des formations. Il faut que nos équipes de vente connaissent mieux le produit. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que ce n'est pas encore le cas. Il faut qu'on travaille ce point, la connaissance du produit. Il nous appartiendra, et ça sera peut-être le deuxième pan de mon intervention, de développer un écosystème autour de la mobilité verte. C'est vrai que quand on s'appelle Eden Auto et qu'on est le plus gros distributeur automobile sur la Nouvelle-Aquitaine et sur l'Occitanie, on a une histoire à raconter en termes de mobilité client. Et puis, il faudra qu'on définisse un parcours client pour que lorsque le client il vient acheter un véhicule, il ne vient pas acheter qu'un véhicule, il vient acheter une solution de charge, il vient accéder à un réseau pour se déplacer. Voilà, donc pour moi, des attentes qui sont externes à notre action et puis une formation, un pan formation est extrêmement important chez nous. Merci infiniment. Peut-être je vais donner la parole maintenant à Monsieur Yann Vincent, puisque la question du prix est posée. Dans la question du prix ou des prix de revient de fabrication, disons, des véhicules électriques, il y a la batterie, hein, et donc la question de savoir si on va accéder à des coûts un peu plus raisonnables qui permettraient éventuellement de satisfaire les attentes du commerce se pose évidemment à ce niveau-là. Oui, je pense qu'effectivement la question du prix du véhicule électrique est une question majeure et peut-être un frein à sa diffusion. Bon, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment. La batterie représente grosso modo 40% du coût d'un véhicule électrique, et donc il est évident que si l'on veut faire baisser le prix total du véhicule, il faut évidemment s'attaquer au prix de la batterie. Alors, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres que vous ayez en tête, quoi, hein. 1 kWh aujourd'hui, au niveau d'un pack batterie, on va arrondir, c'est 100 €. Vous prenez une petite voiture, elle embarque 50 kWh. Ça veut dire déjà un pack batterie 5 000 €. Bon, et donc on voit immédiatement ce qu'est le terrain de jeu. Les actions qui sont engagées pour le faire baisser sont de deux natures, hein. Donc sont de plusieurs natures. Il y a à la fois de la technologie sur les process, donc faire en sorte que les process soient plus économes, soient moins coûteux. Il y a la définition du produit lui-même et
l'un des facteurs de coût importants, c'est la chimie que l'on embarque sur une batterie. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que il y a des chimies entre guillemets coûteuses et puis des chimies qui sont bon marché. Enfin, bon marché, meilleur marché, quoi. Les chimies coûteuses, c'est celles qui embarquent des matériaux qui sont coûteux, comme le cobalt, le nickel. C'est ce que l'on trouve, ces chimies, c'est ce que l'on trouve sur les voitures qui sont à forte autonomie. Et puis, vous avez des chimies qui sont meilleur marché, qui sont à base de phosphate de fer. Le phosphate de fer est un matériau qui est disponible en très grande quantité, à des prix qui sont très compétitifs. L'inconvénient de cette deuxième chimie, c'est qu'elle est moins dense énergétiquement, quoi. Et je pense que l'un des facteurs qui va conduire à ce que le coût du véhicule électrique baisse, cela va être la reconnaissance par les clients que finalement l'autonomie importante n'est pas aussi nécessaire que cela, quoi. C'est-à-dire que je reviens sur ce que disait la personne qui m'a précédé. Aujourd'hui, la demande du client, elle est d'une autonomie forte. Et pour une raison qui est très simple, c'est que il a l'expérience du véhicule thermique. Il sait que recharger son véhicule va être compliqué. Et donc, évidemment, il veut être réassuré. Et sa réassurance passe par une demande forte d'autonomie. Maintenant, quand on réfléchit un tout petit peu, plus de 500 km, combien de fois le fait-on par an? Combien de fois le fait-on par an? On le fait 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Est-ce que cela justifie que l'on achète une chimie qui soit plus coûteuse, quoi? Et donc je pense qu'au fur et à mesure que les clients seront réassurés sur la possibilité de se recharger et se recharger vite, alors ils accepteront éventuellement d'aller vers des autonomies plus faibles, qui sont des autonomies qui permettent des coûts bien plus faibles, permettant de se rapprocher du coût d'un véhicule thermique. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ce à quoi évidemment il faut arriver, que le prix d'un véhicule thermique électrique soit équivalent à celui du véhicule thermique. D'accord, merci beaucoup. Peut-être que je vais donner la parole au président de l'AVER pour évoquer ces questions de demande de véhicules en lien avec les questions de recharge. Oui, merci beaucoup. Alors le premier point sur la partie demande, on est tous très contents puisqu'il y a un vrai essor dans les ventes de voitures électrifiées. Je parle en même temps des voitures à batterie 100% électrique et des hybrides rechargeables. Donc on est arrivé à 18%, sauf erreur de ma part, le mois précédent. Quand on se rappelle les moins de 1% d'il y a 10 ans, c'est en effet une croissance très forte. J'attire l'attention au niveau de la demande qu'il faut après, quand on regarde les chiffres derrière, on retrouve pour les voitures à batterie un acheteur sur 2 et même un peu plus, c'est des entreprises. Alors c'est pas loin du vrai du marché aussi pour les thermiques, mais pour les hybrides rechargeables, 80% des véhicules vendus sont achetés par des entreprises. Et en fait, pour moi, le vrai challenge de la demande, il va se produire au moment où on va aborder le marché de l'occasion. 2 chiffres, 41 millions de voitures en circulation, c'est le parc français actuel, VP plus VU. On va arriver à 700 000, là on est à 700 000 véhicules à batterie et hybrides rechargeables. Un particulier, il achète, compte tenu des chiffres que je vous ai donnés avant, 6 fois plus sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Donc le vrai déclic qui va être là, c'est là, parce que le marché du neuf, après, il va être tiré si le marché de l'occasion se passe bien. C'est le phénomène d'aspiration bien connu de tous les professionnels de l'automobile. Donc pour moi, la vraie demande qu'il faut déjà anticiper, qu'il faut déjà travailler, on va y revenir, j'espère, plus tard, sur de la formation et de l'information, ça sera l'aspiration par le marché de l'occasion au niveau, j'allais dire, des citoyens. Merci beaucoup. Je pense que parmi les questions que tout le monde se pose, il y a la question de savoir si et combien de temps les aides de l'État aux acheteurs vont se perpétuer. Et donc, je vais peut-être donner la parole à Marc Mortureux pour qu'il nous dise où en sont les tractations entre la profession et l'État sur cette question cruciale de l'aide à l'achat. Alors d'abord, bon, l'électrique, clairement, c'est parti. Moi, je rappelle juste, en 2018, on était encore dans une situation où l'électrique, c'était moins de 2%. Et j'arrêtais pas de dire, attention, c'est pas parce que depuis 15 ans on en parle et que ça décolle pas, que ça va pas décoller dans les années à venir, tout simplement parce que les constructeurs
n'ont pas le choix. Hein. Voilà, déjà à la base, et les progrès technologiques, hein, notamment sur les batteries, enfin, qui sont vraiment 2 éléments. C'est comme ça qu'on s'était engagé, multiplication par 5 hein, des ventes de véhicules électriques d'ici à 2022, on est sur cette trajectoire. Et on y reviendra tout à l'heure sur les infrastructures de bornes de recharge, puisque le fameux 100 000 points de recharge accessibles au public en 2022, c'était un peu du donnant-donnant, hein, de multiplication par 5 également, et on n'en est pas encore tout à fait là. Bon. C'est clair que le prix est un énorme sujet hein, par rapport à ça, et c'est vrai qu'il y a absolument besoin, et d'ailleurs au niveau de la profession, on a toujours été favorable aux logiques, au principe même du bonus-malus, hein, c'est-à-dire une logique où effectivement, on encourage par des bonus les véhicules qu'on souhaite promouvoir sur le marché, et puis à condition que ça ne soit pas des impôts, c'est-à-dire que les sommes collectées en malus soient effectivement mises à disposition pour du bonus. Bon, aujourd'hui, avec le plan de soutien en 2020, hein, puisque on a eu le Covid, 2020, indépendamment du Covid, devait être un peu l'année de tous les dangers, hein, parce que c'était le démarrage de cette transition pour la partie, disons, industrielle. Et on a vu qu'avec le Covid, ça n'a pas ralenti cette transformation. Au contraire, ça l'accélère. Hein, et maintenant, on est effectivement dans quelque chose qui va très loin. Donc, côté les bonus sont remontés pour les particuliers, en tout cas jusqu'à 7 000 € grâce au plan de soutien qui a été présenté par le président de la République en 2020. Il est revenu à 6 000 € depuis le 1er juillet. Et globalement, on est sur une trajectoire d'une baisse progressive de 1 000 € tous les ans. Hein, donc on a une certaine idée de cette trajectoire. Et c'est vrai que le grand défi, hein, c'est que progressivement, par justement des baisses de coûts, on réussit à compenser progressivement la baisse du bonus, et par ailleurs qu'on réduise l'écart, parce que malgré tout, il reste un écart quand même encore significatif, malgré, disons, l'existence du bonus. Donc c'est vrai qu'on avait demandé de la visibilité. En même temps, c'est vrai qu'on ne va pas demander à ce qu'on ait un marché subventionné en permanence. Ça n'a pas de sens, hein, c'est clair. Donc, de toute façon, l'État n'aura pas les moyens par rapport à ça. Après, il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte hein, dans ces équilibres financiers. On a aujourd'hui, comme vous le savez, 37 milliards d'euros à peu près de taxes sur la TICPE. Donc, sur qu'est-ce que ça va devenir demain quand progressivement ça se réduira? Est-ce que ça va être reporté sur l'électrique, etc. Donc, on a plein de questionnements autour de ça. Moi, peut-être pour finir sur la demande, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que dans des enquêtes qui sont faites assez régulièrement, notamment on travaille avec un cabinet qui s'appelle Nova Consulting, on voit une vraie progression dans les intentions d'achat vers l'électrique, et très intéressant, ceux qui ont basculé vers l'électrique en sont contents. C'est-à-dire il y a un niveau a priori de fidélisation qui est intéressant par rapport à ça. Donc oui, on a ce grand sujet de l'acceptabilité. Je dirais peut-être pour finir, une des grandes inquiétudes qu'on a, c'est que comme le prix risque d'être un élément important pour l'accessibilité, c'est quand même le risque d'avoir effectivement des véhicules fabriqués dans des pays beaucoup moins coûteux, et notamment la Chine, hein, qui maîtrise très bien l'ensemble de la filière électrique. Et donc là, on y reviendra sans doute, mais il y a clairement besoin de se protéger. Si je peux me permettre, je vais rebondir. Vous parlez du marché du véhicule d'occasion, et je fais le lien avec le prix. Nécessairement, il va falloir qu'on écoule par le véhicule d'occasion, et vous avez raison, mais va se poser un souci, parce que le coût d'accès aujourd'hui à cette mobilité sur les véhicules neufs, elle est subventionnée, sponsorisée. On met tous dans nos premiers, dans l'apport du client, les bonus de l'État pour déboucher au final sur des loyers qui soient le plus petits possible, avec des engagements de reprise qui restent très hauts. On sait que si jamais, ce qu'on espère tous, le prix descend, les engagements de reprise, ils vont suivre également. Et à un moment, le client, ça lui coûtera moins cher que d'acheter un véhicule neuf que d'acheter un véhicule d'occasion. Et c'est déjà le cas sur les premiers retours de Zoé. Moi, je suis un gros distributeur Renault. Les premiers retours de Zoé, avec j'ai un problème, et ça m'a coûté beaucoup d'argent au début d'année, c'est que pour écouler mes Zoé de première génération, face à ces nouvelles Zoé qui étaient sponsorisées, il a fallu que je mette beaucoup d'argent pour avoir un loyer qui soit moins disant que ce que le client avait accès sur le marché du véhicule neuf. Et donc je pense qu'on aura un télescopage entre le marché du véhicule et du véhicule neuf sous l'effet de l'évolution et de l'accessibilité aux nouvelles technologies. Effectivement, c'est une vraie question que la question des résiduels sur le véhicule d'occasion. Peut-être je vais donner la parole aux représentants des conseils nationaux des professions d'automobile pour qu'ils nous disent un petit peu quel est le sentiment de l'organisation par rapport à ces problématiques de transition vers l'électrique. Nous, CNPA, donc, on représente les services automobiles, la filière aval de l'industrie automobile. C'est quand même 150 000 entreprises, c'est 500 000 emplois. Donc, on est face à des enjeux considérables par rapport
un changement de modèle économique et à la transition énergétique. Je crois que ce qu'on n'a pas dit jusque maintenant, il faut faire très attention. Il faut préserver la mobilité pour tous. Il faut absolument préserver la mobilité pour tous. Sans jeu de mots, il faut laisser personne au bord de la route. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le prix des voitures électriques est élevé, est plus élevé. La parité entre les voitures électriques et les voitures thermiques, la parité de prix, on ne la prévoit pas avant 2026, voire 2030. Donc c'est important pour nous, CNPA, qu'on accompagne cette transition énergétique, que la puissance publique accompagne cette transition énergétique et que les aides qu'on connaît actuellement, donc tout ce qui est prime à la conversion, bonus, soient maintenues, ne baissent pas, de manière à permettre aux gens d'acquérir ces nouvelles voitures. Ça, c'est important. L'autre point qui est important, et on en parlait, c'est effectivement l'autonomie et la possibilité de recharger ces voitures. Donc aujourd'hui, il y a un gros retard sur le nombre de bornes, et aujourd'hui, c'est un frein, manifestement, c'est un frein pour beaucoup d'acheteurs potentiels, le fait de ne pas pouvoir recharger facilement. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on passe rapidement à l'objectif qui était prévu, donc 100 000 bornes. Donc nous, sur les sites des services automobiles, tout ce qui est garage, concessionnaire, auto-école, etc., on pourrait installer des bornes. Donc on a proposé un plan pour ce faire. On pourrait installer 50 000 bornes sur les sites des services de l'automobile. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permettrait de lever un frein qui aujourd'hui est un frein manifeste. Et dernier point, aujourd'hui, il faut effectivement qu'on respecte le cycle de vie des véhicules. Aujourd'hui, la valeur résiduelle, combien de gens ont acheté un diesel parce qu'ils savaient que le diesel en occasion après se revendait mieux que l'essence alors qu'il n'en avait pas vraiment utilité. Bon, et ben là c'est un peu pareil. Aujourd'hui, les gens qui achètent de l'électrique, ils se disent mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, combien vaudra ma voiture? Donc là aujourd'hui c'est un peu un point d'interrogation et c'est aussi un frein, je dirais, au renouvellement. Donc pour résumer, nous ce qu'on demande, c'est un soutien de la force publique sur tout ce qui est bonus, les aides qui sont en place actuellement, et qu'on accélère aussi sur la capillarité du réseau de bornes de recharge. Merci. Diane, je vous laisse conclure sur ce premier chapitre. Oui, merci. Oui, donc la question du prix, en effet, est vraiment très importante et majeure. Les études industrielles montrent que on pourrait atteindre une parité des prix au moment de la vente entre l'électrique et le thermique en 2026 pour la plupart des segments. On en parlait avec Marc Mortureux, ça dépend vraiment, mais c'est vrai qu'on parle à des constructeurs, à Transport et Environnement, et certains sont plutôt optimistes, en tout cas sur certains segments. Avant 2026, en fait, c'est difficile de demander aux ménages, soit-il aisé, d'acheter un véhicule électrique plus cher qu'un véhicule thermique. Donc, l'électrification des flottes, du parc et des ventes, elle doit se faire en priorité sur les flottes d'entreprises. Les flottes d'entreprises, en chiffres, elles représentent 50% des ventes de véhicules neufs par an, donc c'est énorme. Il faut savoir que dans ces 50%, il y a une partie qui en fait est achetée par les concessionnaires pour être vendue sur le marché d'occasion assez rapidement. Mais on est quand même en gros autour de 35%. Donc il y a 35% du marché du neuf qui est tiré par les flottes d'entreprises. La bonne nouvelle, c'est que ces flottes d'entreprises, elles sont plus ou moins contraintes d'aller vers l'électrique par des objectifs réglementaires de verdissement de leur flotte avec des objectifs en pourcentage de renouvellement de véhicules à faible émission entre 2022 et 2030. De notre point de vue à Transport Environnement, ces objectifs ne sont pas encore assez ambitieux, mais en tout cas, ils existent. Le problème de ces objectifs, c'est qu'en fait, ils tirent le marché vers l'hybride rechargeable, parce que l'hybride rechargeable est éligible. Donc les flottes d'entreprises vont être obligées de renouveler leur flotte avec des véhicules à faible émission, et ils vont plutôt tendance à trouver un véhicule qui a une fonctionnalité hybride, qui permet aux collaborateurs de ne pas changer leurs habitudes et d'offrir aux collaborateurs une carte de carburant avec. Donc on va avoir sur les routes des véhicules très lourds qui
consomment énormément d'essence et voilà, alors que les collaborateurs ont des cartes de carburant. Donc ça, pour nous, c'est un vrai risque en fait dans le processus d'électrification, dans l'évolution aussi vers la parité des prix, parce que pour obtenir la parité des prix, il faut faire du volume, il faut changer les plateformes, il faut s'orienter vers des plateformes spécifiquement électriques pour réduire les coûts d'assemblage, il faut faire de la demande pour réduire les coûts de la batterie. Et donc en fait, si on s'oriente vers des véhicules plutôt hybrides rechargeables, on diminue la demande vers l'électrique et on repousse potentiellement la date de parité des prix de l'électrique. Donc il y a un vrai sujet là sur les flottes, le fait qu'il faut vraiment électrifier les flottes d'entreprises en priorité. Alors en effet, il y a beaucoup de contraintes et on en est conscient dans le processus d'électrification des flottes. Il y a le fait que pour le moment c'est très très dur d'avoir un modèle familial électrique. Ils vont arriver sur le marché en 2022-2023, mais pour le moment, si vous voulez avoir un modèle familial, vous êtes plutôt sur de l'hybride rechargeable. Il y a un autre problème, c'est la taxation des véhicules. On a une TVS qui est progressive en fonction du CO2, mais en fait, si vous faites le barème, vous voyez bien que la TVS, elle s'applique pas pour les véhicules légers type Clio, etc. Donc en fait, il y a assez peu d'incitation fiscale, assez peu de malus sur les véhicules légers qui constituent la plupart des flottes. Donc les gestionnaires de flotte vont quand même encore être attirés par des véhicules thermiques plutôt légers. Et puis le troisième frein, soit-il perçu ou réel, c'est vraiment la recharge. Et là, je pense que ça fait le lien avec le prochain chapitre. Quand on interroge les gestionnaires de flotte, et il y a une très bonne étude de WWF qui travaille beaucoup avec les entreprises, qui va sortir cet automne, qui a interrogé énormément de gestionnaires de flotte. Et sans surprise, on se rend compte que bien sûr, l'accès à la recharge fait partie des questionnements prioritaires. On n'est même pas tellement sur un questionnement TCO, parce que en fait, les collaborateurs roulent beaucoup et on se rend bien compte que les TCO, c'est intéressant. Le problème, c'est vraiment la recharge. C'est des collaborateurs qui, comme ils roulent beaucoup, doivent pouvoir se recharger, même sur des bornes de recharge rapide. Et en fait, il n'y a pas nécessairement l'infrastructure encore, ou en tout cas l'infrastructure, on perçoit qu'elle n'est pas encore là, et donc ça c'est un vrai frein pour électrifier les flottes dans les prochaines années. Et donc on est au niveau de la demande, on est vraiment sur cette question de comment est-ce qu'on fait pour toucher cette population de gestionnaires de flotte, de sociétés de leasing, et c'est vraiment eux qu'on doit toucher les prochaines 5 prochaines années, et après en 2026 on pourra vraiment se poser la question des ménages. Oui, avant qu'on ne passe au chapitre suivant, je crois que Marc Mortureux voulait réagir aux propos sur l'hybride rechargeable, je suppose. Enfin, non, là, je voulais prendre un petit peu de hauteur par rapport au problème des coûts et des prix, quoi. Parce que, je veux dire, on dit, on va trouver assez vite la parité des prix. Enfin, moi, honnêtement, si on prend un peu de hauteur, faut quand même voir que on veut aller vers la neutralité carbone, et ce qui me paraît être un excellent objectif, et que l'Europe veut y aller, se donne des objectifs très ambitieux, très bien. Je pense qu'ils ont du sens s'ils étaient pris au niveau mondial. Je pense que ça pose quelques questions quand c'est pas au niveau mondial, avec toutes les conséquences qu'on risque d'avoir sur notre industrie. Mais en tout cas, on a ça. Il faut quand même voir que plein d'éléments vont contribuer à une inflation des coûts. Plein d'éléments. Je veux dire, si on veut demain que l'acier soit fabriqué sur des procédés décarbonés, ça va coûter beaucoup plus cher. On voit ce qui se passe en ce moment, le prix de l'énergie, le prix des matières premières. Enfin, la grande difficulté dans tout ça, moi je suis à fond sur cette transition, faut la faire, on n'a pas le choix. Mais il ne faut pas se voiler la face. Tout ça coûte très cher. Et à ce stade, je pense qu'un des non-dits, c'est qui va payer, quoi. On a quand même un vrai sujet autour de ça. Et quand on voit effectivement que l'âge moyen de l'achat d'un premier véhicule neuf est déjà très élevé, vers où on va par rapport à ça? Donc je pense qu'on ira vers moins de véhicules, davantage utilisés, plus partagés. Très bien, je pense que tout ça, c'est bien. Mais voilà, une des difficultés, c'est que je trouve qu'on entend un peu beaucoup de choses assez contradictoires sur ces questions des coûts. Mais voilà, la réalité, c'est que ça va coûter plus cher. Et moi, peut-être le deuxième élément, je n'ai aucun état d'âme vers cette accélération vers l'électrique. Je pense que c'est une très bonne formule pour beaucoup d'usages. La Commission européenne qui propose du moins 100% en 2035, c'est-à-dire globalement quand même la solution unique aujourd'hui de décider de se fermer plein d'autres options, peut-être, moi je ne suis pas sûr dans l'histoire qu'à chaque fois que c'est les pouvoirs publics qui ont décidé de la technologie qui doit être utilisée pour tous les usages, ça a été vraiment toujours des réussites. Donc moi, oui, à fond vers ça. Je pense que de toute façon, c'est parti et notre débat n'est plus de savoir si on y va ou on n'y va pas. Mais attention, je pense qu'il y a quand même plein de questionnements, des tonnes d'incertitudes, et je pense une vraie question un peu globale du coût de cette transition.
Merci. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit absolument accompagné, enfin, au moins sur l'aval par la puissance publique financièrement. Je voudrais rappeler quand même que la contribution fiscale d'un véhicule en France, c'est 2100 €. On est les champions en Europe. C'est 17% de plus que l'Allemagne. Donc on a un peu de marge peut-être de manœuvre à ce niveau-là. D'accord. Bon, on va passer au chapitre suivant, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps sur ce premier chapitre. Donc le chapitre suivant, c'est cette question de l'écosystème dans lequel les véhicules évolueront demain. Et évidemment, ça pose d'abord et avant tout la question de la recharge. Et je vais donc demander à mon voisin où on en est au niveau des différents systèmes de recharge et quelle vision on peut avoir raisonnablement de l'évolution de cette infrastructure dans les temps à venir. Merci. Oui, faire le plein d'énergie quand on change l'énergie de son véhicule, c'est une question tout à fait légitime. La première chose, ça sera de clarifier. Et aujourd'hui, je vous donne des chiffres approximatifs. On va essayer après de les affiner. Vous avez 700 000 bornes à peu près en France qui sont dans le domaine privé. Domaine privé, c'est entreprises et particuliers. Ça, c'est une particularité de la voiture électrique, c'est que, selon l'expression que j'aime bien, on peut biberonner, c'est-à-dire qu'on se recharge un peu partout, notamment chez soi, à son travail. 90% des utilisateurs actuels, attention, actuels, on n'est pas dit que demain, tout soit pareil. Le point qu'il faut absolument éclaircir, développer, accélérer, c'est la recharge publique. Recharge privée, il faut aussi l'accélérer, la consolider, j'y reviendrai. Mais la recharge publique, alors la première chose, c'est qu'on ne sait pas de combien on parle exactement, le fameux objectif de 100 000. Donc, encore un peu de patience pour savoir le exactement, puisqu'on a décidé avec le ministère de la Transition écologique de faire un indicateur unique sur lequel on se met d'accord. Donc, la référence pour compter qu'est-ce que c'est que public, qu'est-ce que c'est selon les heures d'ouverture, la localisation, client, pas client, enfin, je vous passe les détails. Donc cet indicateur, il va sortir avant la fin du mois d'octobre. On est aujourd'hui, en effet, un peu en décalage par rapport à l'objectif des 100 000 bornes qui avait été annoncé. Mais première chose, c'est comptons-les, identifions-les et à partir de là, mesurons aussi, parce qu'il intéresse les utilisateurs, le taux de disponibilité. C'est bien d'avoir une borne, mais les utilisateurs actuels de véhicules électriques seront tous là pour dire, et on les voit dans les journaux, ah oui, d'accord, il y en a une, mais c'est pas vrai. Soit elle ne marche pas, soit ma carte pour la recharger ne marche pas. Donc c'est ensuite bien quantifier, qualifier plus exactement l'utilisation de ces bornes. Et puis ça intéresse les gestionnaires de savoir comment elles sont utilisées. Pour histoire, dans la banlieue parisienne, un grand exploitant de bornes publiques à 2 recharges par semaine sur l'ensemble de son parc, par borne et par semaine. Donc ça veut dire il faut accélérer, donc ça veut dire aider à convaincre des gens qui, on va devoir mettre plus, parce qu'il faut rassurer aussi. Donc il faut sûrement surinvestir en borne publique au début. Donc tout ça veut dire prendre dans l'équation un paramètre qui est de dire celui qui va prendre le risque, et ben pendant un certain temps, il va en effet avoir un actif qui ne sera pas rentable. Voilà. Donc la recharge publique, elle est essentielle. La recharge privée, il ne faut pas l'oublier. Et un peu comme les voitures, et même exactement comme les voitures, mais pas au même moment forcément que l'achat et pas avec les mêmes personnes, il y a besoin au début, pour consolider, rassurer et accélérer, de mettre un système d'aide, de formation et d'information. Merci. Peut-être que je vais donner la parole au représentant du CNPA, parce que je crois que le CNPA, il nous l'a dit tout à l'heure déjà, a un certain nombre de propositions à faire à la puissance publique pour essayer d'accélérer cette diffusion de la recharge. Oui, je crois que là on touche du doigt un élément essentiel pour développer l'électromobilité. Il faut que ce soit pratique, que ce soit rapide, que ce soit sécurisant pour l'utilisateur, où qu'il soit, qu'il puisse recharger sa voiture. Et nous, CNPA, services automobiles, encore une fois, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau des auto-écoles, au niveau des contrôles techniques, etc., sur nos sites des services de l'automobile, on pourrait développer 50 000 bornes supplémentaires. Donc on a proposé un plan de manière à mettre en œuvre ce développement, mais c'est clair que ça passe par là. Après, il y a une question de coût, effectivement, et de prise de risque au départ, mais là encore, il faudra des aides publiques pour développer cette capillarité des recharges.
Marc, sur cette question? Oui, rapidement, les bornes, c'est notre priorité numéro 1, hein, soyons clairs. Et c'est vrai qu'on n'était pas très content parce qu'il y a eu quand même un peu de retard à l'allumage après justement la signature de notre contrat de filière. Je pense honnêtement que les industriels et les distributeurs ont fait leur boulot à mettre sur le marché des véhicules électriques. C'est vrai que maintenant l'offre est quand même assez diversifiée et ça ne suit pas complètement au niveau des bornes. Donc clairement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait ces derniers mois, hein, il n'y a aucun doute, ça bouge, hein, ça commence à bien bouger. On plaide, hein, et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, hein, pour des crédits supplémentaires dans le plan d'investissement qui a été annoncé par le président de la République dans le cadre d'Advenir, parce qu'il y a une dynamique qui a été engagée, faut qu'elle se poursuive, ça c'est certain. On a besoin effectivement de bornes de recharge très rapides, hein, en quantité très importante, hein, faut être clair, hein, pour avancer. Donc tout ça est en train de bouger. Moi je dirais que je reviens toujours au fait que cette transition énergétique qui va être très douloureuse, faut la faire, mais évidemment, faut toujours garder l'idée que le but, c'est quand même l'environnement derrière. C'est le réchauffement climatique et plus globalement l'environnement. Et c'est vrai que par rapport au débat de tout à l'heure sur l'autonomie des véhicules, je suis pas sûr qu'on sortira totalement gagnant si on n'a que des véhicules avec des énormes batteries et des autonomies très très longues, très longues. Et du coup, plus on aura un réseau dense et efficace, plus on pourra avoir un optimum. Et ça, je pense que c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Donc, on a toujours quand même beaucoup de galères sur les copropriétés. Ça bouge, mais ça reste long. Et c'est vrai que c'est un peu tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'on voit une accélération incroyable, hein, de la transition. Et d'ailleurs, les constructeurs eux-mêmes, maintenant, sont vers cette accélération parce qu'il y a un moment, ils sont obligés de faire des choix. Hein. Mais on voit bien que dès qu'on touche aux questions d'infrastructure, c'est un peu plus compliqué. Et quand on parle demain de l'hydrogène, hein, qui pour certains types de véhicules peut être une solution complémentaire importante, quand je vois les difficultés qu'on a pour l'infrastructure sur les bandes de recharge électriques, on risque aussi d'avoir des sacrés problèmes pour la distribution d'hydrogène à 700 bars, un peu sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu absolument essentiel. Merci. Je vais peut-être donner la parole à Lionel Prévost pour cette histoire des bornes de recharge dont on nous disait que c'était quand même un problème. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment est-ce que vous conseillez les clients? Est-ce que vous les aidez à obtenir ou à installer des bornes privées chez eux? Comment est-ce que le commerce s'est Alors, notre écosystème qu'on vient de finaliser et qui va se développer, il repose sur 3 pans. Quand on s'appelle Edenauto et que nous avons la chance d'avoir près de 130 points de vente sur la Nouvelle-Aquitaine, on se doit de faciliter les solutions de recharge. Donc, nous, on va équiper... on est en plein développement la totalité de nos garages de bornes électriques qui seront accessibles 24/24 avec des tarifs préférentiels pour nos clients. On va s'adjoindre les services d'un acteur majeur qui aura la responsabilité de s'assurer que toutes les bornes sont en bon fonctionnement, parce que c'est un souci. Hein. Je peux vous promettre que moi, quand j'arpente les routes du Béarn, du Gers, des Landes, je tombe souvent sur des bornes qui sont hors service. Donc nous, on va s'adjoindre les services de quelqu'un qui va s'assurer que les bornes qu'on offre à nos clients sont en parfait état de marche. Il aura la responsabilité de superviser ces bornes électriques et elles seront accessibles 24 heures sur 24. Ça, c'est la densité. Pour la densité, nous, acteurs privés, on va accompagner nos clients avec une installation électrique sur nos 125 points de vente. Le deuxième point sur lequel on va travailler, c'est permettre à nos clients d'avoir accès à une cartographie de ces bornes électriques. Parce que bien évidemment, localiser un garage Edenauto quand tu es sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est facile. Par contre, dès que tu sors de la Nouvelle-Aquitaine, si jamais tu n'as pas quelqu'un qui te permet d'accéder à la cartographie pour savoir où est-ce que tu peux te recharger, et pour avoir fait des enquêtes mystères, je peux vous promettre que c'est un grand moment d'anthologie. Donc on va également travailler avec un acteur qui nous permettra de, bien évidemment, créer une communauté. Il va falloir créer une communauté pour que nos clients puissent se déplacer et avoir l'accès aux bornes électriques en dehors des zones géographiques sur lesquelles on travaille. Et puis le dernier point sur lequel on travaille, c'est en effet travailler un parcours client, c'est-à-dire que nous, on est plus seulement des vendeurs de voitures, il faut aussi qu'on se pose en conseiller pour les infrastructures dans les maisons individuelles, dans les copropriétés, et donc on va travailler avec une entreprise de la région qui va travailler avec nous qui est en train d'installer un parcours client, et on ira chez le client faire un diagnostic de son installation électrique, le conseiller en fonction du véhicule qu'il va acheter, sur la meilleure solution de charge qu'on peut lui offrir en l'état
de son réseau électrique. Voilà, quoi. Donc 3 pans, la densité des bornes électriques, l'accessibilité aux bornes électriques, et puis après un conseil personnalisé pour les maisons individuelles et les copropriétés. Merci, c'est très, très complet. Je pense qu'on peut clore ici le chapitre de la demande et passer maintenant à la problématique de l'offre. Marc Mortureux l'évoquait déjà tout à l'heure. Une des questions qu'on peut se poser est de savoir si la question du coût des véhicules électriques ne risque pas de nous amener à la multiplication des Dacia Spring. Dacia Spring, comme vous savez, c'est un véhicule qui a été conçu en Chine pour la Chine, et puis comme il ne trouvait pas preneur là-bas, eh bien, il a fait son grand retour en Europe sous le nom commercial de Dacia. Et donc, on a là, comme on l'a avec MG d'ailleurs, cette crainte vivante que si l'offre française ou l'offre européenne, en tout cas, n'est pas au rendez-vous, eh bien, ce qui était annoncé par certains, c'est-à-dire une offre et des technologies essentiellement chinoises, se substitue à ce qui restait encore d'industrie automobile en France. Et donc, face à cette crainte-là, on a eu effectivement des intentions très fortes, exprimées par le président Macron dès 2020, au fond, je crois que la déclaration datait du 26 mai 2020. Et puis, c'est en train de se confirmer. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'électrification va être une occasion de relocalisation, au fond? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Et est-ce qu'on peut y croire, quoi, au fond, tout simplement? Donc, Marc Mortureux, peut-être. Oui. D'abord, donc, la semaine dernière, le président de la République, effectivement, donc, nous a donné l'objectif de 2 millions de véhicules électrifiés, donc 100% électriques ou hybrides rechargeables, hybrides, en 2030. 2 millions fabriqués en France. Je rappelle juste, on était à peu près à 2,2 millions en 2019, on était à 2,6 millions 15 ans avant, à peu près. Et on avait prévu, avant le Covid, d'être à 1,8 million en 2020, parce qu'il y a eu le départ de certains véhicules, comme... En 2008, des choses comme ça. 208 Clio, qui ont quitté la France. Donc, et la 2008 électrique est partie en Espagne. Et donc, 2 millions, c'est malgré tout par rapport à cette trajectoire de baisse qui n'est pas liée au départ à la transition énergétique, c'est quand même, disons, une trajectoire ambitieuse de rebond, de rebond, pas totalement irréaliste, mais qui nécessite le rebond. Bon, globalement, nous, notre stratégie, c'est de dire cette transition énergétique à marche forcée, elle est quand même clairement à marche forcée. Elle a malheureusement pas mal de raisons de se traduire par une accélération encore du déclin. On a des scénarios tendanciels qui vont vers ça. Mais ça peut être aussi, effectivement, une opportunité de rebond, parce qu'on a des technologies, on a des entreprises d'ailleurs qui maîtrisent quand même bien les technologies. Parce que, s'il y a un pays où ça a du sens d'aller vers l'électrique, c'est bien la France, quand même, avec l'électricité décarbonée qu'on a. On a vraiment, et pas seulement sur l'automobile, mais par exemple l'électronique de puissance, dans le domaine de l'énergie, enfin, on a des grands acteurs. Donc, voilà, à condition de changer la donne. Voilà. Et c'est tout l'enjeu, disons, du plan d'investissement et de ce qui est en train d'être annoncé. Et après, on va voir jusqu'où on est capable d'aller. Pour nous, il y a à la fois des enjeux très forts d'accompagnement de la R&D, parce qu'on est très loin d'être au bout de toutes les technologies à développer, à améliorer pour réussir cette transition. C'est des investissements, mais massifs, dans les nouvelles chaînes de valeur. C'est clair que notre raisonnement, c'est de dire de toute façon, il va y avoir, je dirais, des centaines de milliards dans les 10 ans à venir d'investissements qui vont être faits sur l'ensemble de l'Europe. Quelle est la part que la France va être capable de capter? Et donc, par rapport à ça, on s'est donné dans la feuille de route qu'on a construite une ambition, pas gagnée, mais pas complètement irréaliste. Quelle est la part qu'on peut espérer avoir au niveau des batteries, avec des projets comme ACC, donc il y en a quelques autres. Dans le domaine de l'hydrogène, on a un certain nombre d'acteurs qui sont très bien positionnés par rapport à ça. L'électronique de puissance, on voit la place de l'électronique dans les véhicules de demain, c'est fondamental, etc., etc., les services connectés, etc. Et donc, on s'est construit donc un plan avec un investissement estimé à 17 milliards d'euros à faire vraiment sur des technologies clés, et pour lequel il faut qu'il y ait des accompagnements forts de l'État pour pouvoir réussir à attirer ces investissements en France. Bon, ça, c'est une chose. L'autre élément plus délicat à réussir, c'est que toute cette érosion qu'on a depuis 15-20 ans, elle est liée quand même à un vrai problème de compétitivité des sites de production France par rapport à toute la concurrence qui existe au sein de l'Europe et à l'extérieur de l'Europe. On ne va pas complètement régler les écarts de coûts, mais c'est clair que nous, on plaide, si on veut vraiment changer la donne, pour qu'on trouve un certain nombre de solutions pour réduire
le handicap de compétitivité qu'on a. Il y a eu une première étape avec une baisse de certains impôts de production, mais c'est clair qu'on a besoin d'aller plus loin, et notamment on porte un petit peu l'idée de zone franche, c'est-à-dire l'idée que si on veut réussir la reconversion de sites qui sont en très grande difficulté, puisqu'ils étaient beaucoup sur le thermique, je rappelle qu'on a à peu près 60 000 emplois aujourd'hui en France qui est sur le thermique. On était un grand pays, notamment du moteur diesel, bien évidemment, qui chute extrêmement fort. Il faut vraiment qu'on crée les conditions pour donner envie de réinvestir massivement sur ces sites et effectivement réussir cette transition. Donc c'est pas gagné, c'est pas complètement irréaliste. On peut y arriver. Je pense qu'on a vraiment des atouts. Je pense qu'il faut vraiment qu'on garde cette idée que tout ça, on le fait pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et moi, une des difficultés que j'ai dans tout ça, c'est que on tient très peu compte du fait que investir en France plutôt qu'en Pologne, c'est vachement plus rentable en termes de gains d'émissions de CO2. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en œuvre. L'objectif que l'Europe se donne est extrêmement difficile à atteindre, et je trouve qu'il faudrait qu'on réussisse à intégrer le fait qu'on a intérêt à mettre en priorité les projets là où ça va rapporter le plus par rapport à cet objectif. Or, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ces logiques-là. Donc voilà, on est sur une trajectoire qui est à la fois passionnante, il y a des enjeux considérables, les cartes sont rebattues et donc ça peut être une bonne opportunité, mais il y a clairement des mesures très fortes à prendre si on veut y arriver. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole à Diane parce qu'effectivement, Transport Environnement a été très présent pour faire le lobbying nécessaire pour qu'on aille vers cette interdiction du thermique, etc. Et on vous a reproché beaucoup, et à raison pendant un temps, d'être un peu négligent sur les questions industrielles et les questions sociales. En gros, il y avait une espèce d'attitude des ONG qui ressemblait à l'intendant suivra, quelque chose comme ça. Et donc, je voulais vous demander tout simplement où en sont vos réflexions, à vous, chez Transport Environnement, et puis aux ONG environnementales en général, sur la question industrielle, la question sociale, la question de la compétitivité de l'Europe face à la Chine et les éléments de cette nature. Je ne sais pas si on a été négligent, je crois pas, mais juste pour rappeler les 3 objectifs de transport et environnement, c'est des transports décarbonés en 2050, neutres pour la santé et accessibles pour tous. Donc j'ai l'impression Chinois, quoi. Ok, d'accord. Mais accessible pour tous, ça faisait partie pour nous de l'idée qu'il faut pouvoir produire en Europe. Enfin, on a cette question de l'emploi qui est vraiment au cœur de notre problématique. Je pense qu'il faut regarder les choses en face. On a déjà atteint le pic de production des voitures. On n'arrivera pas au niveau de 2006. 2 millions de véhicules, c'est ce qu'on peut produire. On a regardé les annonces de Monsieur Macron. En effet, 2 millions de véhicules électriques et hybrides en 2030. C'est bon an, mal an, à 400 000 près, ce qui avait été prévu par les données IHS. Donc on n'est pas très très loin de ce qui est déjà le business as usual. C'est un peu mieux, disons. Mais on n'est pas non plus sur un chiffre complètement disruptif. Alors pour la question sociale, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait sur la question sociale ? À Transport et Environnement, on travaille beaucoup avec la Fondation Nicolas Hulot qui a écrit un rapport sur justement comment sauver l'emploi en France dans cette transition vers l'électrique. On est dans les discussions de concertation avec la PFA et je pense que Marc, vous pourrez reprendre si vous voulez, mais ce qui est intéressant et puis un peu surprenant pour nous qui, en effet, on est un peu nouveau dans cet écosystème, c'est de se rendre compte que les parties prenantes commencent seulement à se concerter. On est au début de la concertation entre la filière, les constructeurs, les pouvoirs publics, les bassins d'emploi. Et voilà, je pense qu'on peut travailler au niveau local et les ONG s'engagent de plus en plus à faire ce travail-là, à chiffrer, à identifier les emplois qui auront besoin de reconversion, à travailler avec les pouvoirs publics pour s'assurer que les enveloppes vont au bon endroit, que les dispositifs atteignent les bonnes personnes, que les personnes qui sont susceptibles d'être aidées soient au courant, parce que pour le moment, si j'ai bien compris, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc il y a vraiment un énorme travail en fait au niveau local et régional à faire pour aider la transition du secteur. Et cette concertation, elle est une fois de plus, je pense qu'elle est à ses débuts. Et j'espère que, en effet, avec Marc Mortureux, la PFA, etc., on arrivera à faire en sorte que l'investissement public aille au bon endroit pour aider la production. Un mot quand même sur les voitures chinoises. Oui, les voitures chinoises sont moins chères. Alors,
une fois de plus, les constructeurs européens ont mis un peu de temps à se lancer sur la voiture électrique. Ça, il faut quand même le rappeler. Ça fait 20 ans qu'on leur dit. Et bon, ils se sont lancés un peu tard, quoi. Donc forcément, il y a du retard. Mais cela dit, si on reste sur l'idée qu'on arrive à se lancer dès maintenant dans le véhicule électrique et qu'on arrive à une parité des prix en 2026, on réduit drastiquement les coûts grâce aux effets d'échelle. Si on arrive à notamment si on arrive à électrifier les flottes, comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que les flottes, c'est 3 ans de contrat, et après, c'est des véhicules qui vont sur l'occasion. Ça veut dire que les ménages français, quand ils se retrouveront en 2030 à devoir choisir entre une petite voiture chinoise neuve ou une voiture française d'occasion pour pouvoir rentrer dans une zone à faible émission, au moins, ils auront le choix. Et c'est pour ça qu'il faut électrifier dès maintenant. Il faut en fait permettre, il faut qu'on garde ce marché français et européen et dont le marché d'occasion. Parce qu'en fait, le risque avec le marché chinois peu cher, c'est aussi qu'ils viennent alimenter le marché neuf qui était à l'origine du marché d'occasion. Donc, on va se diriger vers un modèle qui est plutôt en plus du leasing que de l'achat. Donc, on va avoir des business models différents. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. En effet, il faut vraiment travailler à pouvoir améliorer l'accessibilité du véhicule électrique pour tous les types de ménages, que ce soit sur le véhicule neuf ou sur le véhicule d'occasion, pour faire frein aux voitures chinoises. Un dernier mot quand même. La France est quand même assez active sur le mécanisme de taxe carbone aux frontières. Et la voiture, le marché de l'automobile fait partie des grands sujets qui motivent cette taxe carbone aux frontières. Merci de cette réponse complète. Je donne la parole à Yann Vincent, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel il y avait un retard à combler, c'est celui des batteries. Donc évidemment, la question c'est est-ce que ce retard est susceptible d'être comblé? Si oui, à quel rythme? Et est-ce qu'il y a des écueils sur ce chemin qu'on vous a demandé d'emprunter en prenant la direction d'ACC? Alors, plusieurs éléments. D'abord, pour revenir sur les voitures chinoises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les autorités chinoises, en 2006-2007, constatant le retard que les constructeurs automobiles 100% chinois avaient sur les constructeurs occidentaux, plutôt que de tenter de rattraper ce retard sur le véhicule thermique, ont décidé d'avoir une politique très offensive sur l'électrique. Ce qui a contribué à finalement développer un écosystème autour de l'électrique, et ce qui a conduit notamment à ce que le plus gros fabricant de batteries aujourd'hui dans le monde, c'est un constructeur chinois, c'est CATL, quoi. Et CATL qui existe, enfin qui fait des batteries depuis 15 ans. Alors, est-ce que l'on peut rattraper? Est-ce que l'on est trop tard? Et quels sont finalement les challenges que je peux voir devant nous, quoi. La batterie est un produit qui est extrêmement technologique, donc à très très fort contenu technologique, avec des procédés de fabrication qui sont extrêmement sophistiqués, qui ont évolué finalement au cours des dernières années de manière significative. Nous, lorsque l'on arrivera sur le marché fin 2023, on sera avec la dernière technologie, à la fois en termes de technologie produit, à la fois en termes de technologie process. Et donc, je ne crois pas que nous sommes trop tard, hein. On n'est pas en avance, ça c'est évident, mais on n'est pas trop tard, et je pense que nous serons en mesure de nous battre avec ces fabricants chinois. Les challenges que je vois sont en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi. Il faut que vous réalisiez que quasiment tous les biens d'équipement pour fabriquer des batteries viennent de Chine. Quasiment tous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie européenne dans ces biens d'équipement. Quand on regarde les matières premières, un certain nombre de ces matières premières viennent de Chine, pas 100%, hein, Dieu merci. En revanche, quand on regarde le contrôle des entreprises minières, des entreprises de raffinage, là, on a une présence très très forte de la Chine. Donc le sujet pour moi, il est dans la maîtrise de cette chaîne de valeur amont, que ça soit sur les biens d'équipement,
que ça soit sur les matières, sans quoi l'on sera balayé, quoi. On sera balayé, quoi. Je pense que ce qui est vraiment en jeu, c'est la place des constructeurs automobiles occidentaux versus les constructeurs chinois. Donc, je pense qu'autour de cette chaîne de valeur amont, il y a des actions à avoir de manière à pouvoir la sécuriser au niveau européen. Merci beaucoup. Donc ça clôt notre chapitre 3. On va maintenant passer au dernier point qui concernait ce que j'avais appelé l'écosystème d'offres. Donc là, c'est plutôt où on en est en termes de R&D, où on en est en termes de construction des compétences dont on aura besoin pour contrer cette offensive explicite finalement de la Chine dans l'industrie automobile. Et donc, peut-être je vais interroger chacun à ce sujet-là sur la question de la contribution des différents métiers à la mutation. Est-ce que au CNPA, c'est une question qui vous préoccupe, de savoir comment est-ce que les personnels vont voir leurs compétences évoluer, etc. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, nos métiers vont évoluer, notamment sur tout ce qui est service après-vente et atelier. Donc, on forme, faut pas oublier qu'on forme 65 000 apprentis tous les ans sur nos différents métiers. Et évidemment, les compétences vont évoluer. Il est clair il est important qu'on apporte un niveau de service maximal sur des produits qui vont être de plus en plus complexes et qu'on garde notre valeur ajoutée sur l'aspect des services. La problématique étant aussi que les chiffres d'affaires de maintenance des véhicules électriques est moindre que ceux des voitures thermiques, puisque aujourd'hui, une voiture électrique, c'est 45% de moins en termes de coût de maintenance. Donc, il est important que nos compétences évoluent et qu'on puisse valoriser au maximum nos nouvelles compétences. Ça, c'est important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes aussi, au niveau des services, prescripteurs. Et donc, toutes les nouvelles technologies qui vont arriver, on est les mieux placés, je dirais, pour les développer sur les territoires, que ce soit au niveau de la distribution, mais aussi des auto-écoles. Souvent, la première voiture sur laquelle on passe son permis, c'est la voiture qu'on achète après. Donc là, on a un plan aussi avec les auto-écoles pour financer le verdissement de la flotte des auto-écoles. C'est la même chose des loueurs courte durée, par exemple, où ça peut être une première expérience pour les clients d'utiliser ces nouveaux produits électriques. Et donc, nous, on plaide aussi là pour un chèque électrique, entre guillemets, pour favoriser une première expérience en véhicule électrique sur ces nouveaux produits. Et donc, on entend bien accompagner l'évolution technologique au niveau des services à l'avenir. D'accord. Donc, on voit que la partie aval de la filière est finalement très active dans l'accompagnement de transition. S'agissant de la PFA, Arthureux, par rapport à des questions comme celles que posait Yann Vincent il y a un instant sur est-ce que vous êtes en train de remonter cette chaîne de valeur, comment est-ce que l'animation que vous faites de la filière accompagne, et puis évidemment se pose aussi la question de l'appareil de formation et de sa capacité à suivre cette évolution. Oui, on est dans une époque d'ailleurs passionnante, quand on voit tous les sujets qu'on a à traiter. Et je vois bien à quel point, disons, l'enjeu, c'est justement faire écosystème, c'est-à-dire vraiment travailler tous ensemble. On a le comité stratégique de filière où il y a bien l'amont et l'aval. On a encore à progresser, c'est clair. Les échelles de temps sont pas tout à fait les mêmes, mais néanmoins, voilà, on a beaucoup de collaboration et je pense que c'est fondamental. L'aval a besoin de visibilité sur ce qui se passe en amont. Les relations entre l'amont et l'aval sont très nombreux. Et on voit bien à quel point l'aval va contribuer. On parlait tout à l'heure des bornes de recharge, par exemple, qui peuvent être installées dans des lieux où se situent les acteurs des services, qui va être une des contributions aussi importantes. Donc je pense que c'est absolument fondamental. De la même façon, moi j'apprécie beaucoup les échanges qu'on peut avoir avec les ONG, qui contribuent aussi. Il faut être clair, on est dans une société de toute façon où l'attente est forte. Et il faut l'écouter. C'est parfois dérangeant. C'est parfois compliqué. C'est vrai que globalement, on voit bien que si on veut réussir, c'est une vision très globale des choses. Yann Vincent, effectivement, l'évoquait. La difficulté qu'on a, c'est qu'on voit bien qu'on s'adresse à tous les acteurs de l'automobile qui aujourd'hui sont
pris dans une tenaille terrible. Ils ont besoin de réaliser dans une période très, très rapide cette transformation dans un contexte où effectivement les reconversions sont extrêmement lourdes à réaliser. Et dans le même temps, on leur demande d'investir dans la 5G, d'investir dans les mines pour assurer l'approvisionnement. On leur demande d'investir dans les bornes de recharge, etc., etc. Là, il y a un vrai questionnement par rapport à ça sur les priorités. Et l'autre élément qui me semble important, c'est qu'on parle beaucoup de la transition énergétique qui mobilise énormément d'énergie. Mais il faut quand même voir que par ailleurs, il y a toute la transformation digitale avec en particulier tout ce qui est le développement du véhicule connecté, véhicule de plus en plus automatisé. Et là aussi, il ne faut pas rater la révolution. Parce que dans les chaînes de valeur de demain, les services et tout ce qui va être lié aux data liées à la connectivité, etc., vont être largement aussi importants pour l'avenir du secteur que la partie transition énergétique. Donc c'est vrai que c'est tout un ensemble qui est très complexe, qui se joue au niveau international, au niveau européen, au niveau national, mais aussi beaucoup dans les territoires. Et donc, effectivement, au niveau de la PFA, on essaye modestement, avec chacun, d'assurer un petit peu tous ces lieux pour déjà partager une vision, partager, disons, une feuille de route et effectivement essayer d'identifier les éléments clés sur lesquels il faut absolument investir. Évidemment, toute cette transition n'a de sens que si, en Europe, demain, l'électricité est décarbonée. C'est un autre enjeu considérable, c'est loin d'être gagné. C'est pour ça que nous aussi, on plaide un peu en permanence pour avoir des approches plutôt d'analyse de cycle de vie le plus complet possible, parce qu'on peut se réveiller un peu avec la gueule de bois. Si là, une des difficultés quand même, c'est que cette approche qui est très très centrée uniquement sur l'usage, j'ai pas d'état d'âme sur le fait qu'on va vers l'électrique, et notamment il n'y a pas que le CO2, il y a aussi la qualité de l'air qui est un élément majeur aussi, qui concourt un peu de la même façon à aller vers les véhicules zéro émission. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une quantité d'enjeux bien identifiés, je crois aujourd'hui. L'avantage, on a de la visibilité, mais sur lequel il faudrait être capable de mettre des moyens très importants, quand on voit effectivement ce que fait la Chine en particulier, et sur lequel aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut réussir à faire un peu plus Europe, d'ailleurs, parce que ce n'est pas à l'échelle nationale qu'on va complètement y arriver. C'est des défis passionnants, mais voilà, on a du pain sur la planche. D'accord. Je vais passer la parole à mon voisin sur cette question de l'écosystème qui peut porter le développement de l'électrique, et puis sur la question de l'évolution des technos, finalement, aussi. Sur l'écosystème, j'allais dire, un avantage qu'a l'AVER, c'est que, comme il est là d'abord pour promouvoir la mobilité électrique, on rassemble l'ensemble des acteurs, du distributeur de services de mobilité jusqu'aux fournisseurs d'énergie, en passant par les constructeurs de véhicules, les constructeurs de bornes, les collectivités et les transporteurs d'énergie, et ainsi de suite. Donc, et le rôle de l'AVER, c'est d'obtenir des consensus pour faire avancer l'électromobilité, mais aussi pour faire avancer le rôle de chacun de ces acteurs. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour tout le monde, notamment pour ceux qui aujourd'hui sont dans la filière des véhicules automobiles, puisque la mobilité, le véhicule plutôt électromobile, va faire part demain de la vie quotidienne. C'est ma voiture dans ma maison, ma voiture au bureau, ma voiture dans la ville. Donc c'est tout un champ, je pense, de nouveaux services, nouvelle approche qu'il va falloir faire. Donc il y a un grand challenge à avoir, je le prends un peu à l'envers, mais avoir une offre qui permette aux différents besoins des consommateurs. Le deuxième rôle de l'AVER, pour parler un peu technologie, mais cela au niveau recharge, c'est de gérer les subventions pour les bornes publiques et privées d'ailleurs. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu la chance et la surprise d'être félicité pour avoir dépensé plus vite que prévu l'argent qu'on m'avait donné. Donc l'enveloppe de 100 millions d'euros va être dépensée au début de l'année prochaine, était prévue pour durer 1 an et demi de plus. Donc c'est un bon signe, puisque ça veut dire que l'écosystème réagit, mais c'est encore largement insuffisant, et on y reviendra, je pense, dans la conclusion. Alors j'espère qu'il y aura en effet une reconduction et une augmentation de cette enveloppe qui sera annoncée prochainement, mais surtout, au-delà de la technologie qui avance à grands pas, je pense qu'il faut rassurer. Donc même et surtout parce qu'on est dans un environnement qui va très vite en technologie, le risque quand on se met en tant que citoyen, c'est de dire « Ah,
ce que j'achète aujourd'hui, ça ne vaudra plus rien demain. Donc, certes, il faut profiter de la technologie, certes, il faut l'appliquer, mais en même temps, il faut prendre en compte dans les modèles qu'on construit le fait que on est en fait dans des biens qui sont des biens pérennes, la mobilité, et donc il faut prendre en compte cette mesure qui est de dire demain, mon engin, ma voiture, partie de ma voiture doit pouvoir réutiliser et avoir une valeur. Merci beaucoup. Yann Vincent, sur ce point-là, vous l'avez déjà évoqué en évoquant les fabricants de biens d'équipement dans les usines. Est-ce que l'écosystème est à la hauteur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le booster? Vous embauchez beaucoup. Est-ce que vous trouvez des gens compétents à embaucher? Et puis, vous avez besoin, évidemment, avec Saft, de faire évoluer les technos de batterie. Est-ce que la R&D en électrochimie ou en chimie des cellules, elle est à la hauteur? Ou bien est-ce que, là encore, il faut s'inquiéter et animer avec des grands programmes publics, par exemple, le dispositif? On a plusieurs enjeux. On a effectivement l'enjeu des compétences. Et sur cet enjeu, finalement, on s'appuie d'une part sur les recrutements que l'on peut faire, mais on a un an d'ancienneté, donc il reste limité. On s'appuie aussi quand même sur un écosystème existant. Donc, vous l'avez dit, on a des programmes de développement communs avec Saft qui est présent dans la batterie depuis des dizaines d'années et qui a donc une réelle compétence produit. On s'appuie sur des relations avec le CEA, avec des entreprises industrielles européennes. Donc je dirais que c'est un point qui, de mon point de vue, marche plutôt bien. En parallèle, il y a évidemment tout lieu de développer un certain nombre de formations qui aujourd'hui n'existent pas ou qui en tout cas sont un peu faibles, notamment dans tout ce qui a trait à l'électrochimie, et qui doit nous permettre d'accélérer cette acquisition de talents. Donc ça c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu que j'ai effectivement un petit peu évoqué, il a trait à la localisation du maximum possible de partenaires de la chaîne de valeur amont, que ça soit pour la fourniture de matières premières. Et là, je pense les mines, soit elles existent, soit elles n'existent pas. Donc, on va pas les délocaliser. En revanche, l'activité de raffinage, de production des matières premières peut être localisée en Europe et tous les projets qui peuvent exister ont à être favorisés de mon point de vue. Et dito pour les biens d'équipement où il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Donc, on est presque dans les temps. Donc, je vais maintenant donner la parole à chacun pour qu'il fasse sa conclusion un peu à sa guise. Donc, 2-3 minutes chacun. Benoît? Écoutez, en conclusion, moi je dirais que plus que jamais, l'amont et l'aval de la filière sont liés. Nous, aval, on est prêt à distribuer, à être prescripteur des produits que on aura à la vente et à l'entretien, mais encore faut-il que ces produits soient compétitifs. Et là, il faudra qu'on ait là encore l'appui de la puissance publique pour aider. Rien ne dit, comme le disait Marc Porturet, que les prix vont baisser. Il y a des leviers qui vont aller à contrevent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que il faut tout en accompagnant et développant la transition énergétique, il ne faut pas perdre de vue qu'on aura encore pendant un certain laps de temps des véhicules thermiques, des véhicules hybrides, et on aura un parc. La transition du parc va prendre du temps. Et je pense que il faut être conscient de cela et peut-être aussi envisager certes le respect des normes écologiques, mais sur la technologie, c'est probablement pas à la puissance politique de fixer la technologie. Et la technologie doit s'adapter aux objectifs d'émissions en termes de rejet, mais il y a différents moyens d'y arriver. Et le dernier point, encore une fois, il faut que ce mouvement-là préserve la mobilité pour tous. Je voudrais simplement dire 2 chiffres. 6 Français sur 10 qui vont au travail prennent leur voiture. 8 Français sur 10 qui feront leurs courses prennent leur voiture.
pas par plaisir, parce que pour aller au travail, des fois, il n'y a pas d'autre solution. Souvent, quand on rentre, on dépose des enfants, il y a des gens à mobilité réduite, etc. Donc, il faut être très vigilant que la transition énergétique ne s'accompagne pas d'exclusion sociale. Merci. Antoine? Merci beaucoup, parce que je vais reprendre exactement les mêmes termes de la conclusion sur la partie du plus grand risque. Alors, rapidement, au niveau de l'offre en produits et en prestations de mobilité, on l'a entendu aujourd'hui, je ne suis pas inquiet, l'ensemble des industries sont en marche. Je n'ai pas dit que ça allait être simple et pas cher à faire, mais il y a un consensus pour le faire et les plans d'action sont en marche. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'offre. Je suis plus inquiet sur ce que j'appelle, pardonnez-moi le grand mot, le risque de fracture sociale. Et pour l'imager, c'est de dire on a d'un côté des nantis dans des ZFE qui roulent propre et de l'autre côté des moins nantis en dehors qui sont obligés de garer leur voiture qui n'est pas aux normes antipolluantes dans des parcs en périphérie des villes. Bon, ne retenez, ce n'est qu'une illustration caricaturale. Mais pour ça, et ça sera le vrai passage pour moi des marchés de la seconde vie. La mobilité, c'est essentiel. La mobilité, c'est la liberté, donc tout le monde doit y accéder. Il faut aider, former et informer. Et une petite chose aujourd'hui, sur le aider, certes, il y a des aides. Je prends l'exemple des bornes. Il y a des plans d'aide au niveau national et au niveau local. Je prends un exemple sur le former et informer. Dans certaines villes, les personnes de la mairie me disent nous, en plus, on a fait un plan supplémentaire par rapport au plan que vous avez, mais depuis un an, on a eu 0 demande. Il y a un problème, et donc on met de l'argent sur la partie aide. Il faut une partie de cette aide l'investir dans la formation de relais qui informeront, puisque ce n'est pas d'une manière naturelle qu'on change d'un moteur thermique qu'on connaît maintenant depuis je ne sais pas combien d'années à une mobilité électrique. Rien que le mot, il peut faire peur. Et quand on a peur et quand on voit que des contraintes, on a plutôt tendance à ne pas y aller. Donc voilà ma conclusion, c'est faisons bien attention à ne pas oublier personne en chemin et à préparer, au fur et à mesure où les acquéreurs des voitures d'occasion viendront, à préparer leur information et à préparer évidemment l'infrastructure dont ils auront besoin. Peut-être Yann Vincent? Écoutez, ACC a été constitué il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, et notre ambition est de devenir le champion européen de la conception, de la fabrication de batteries automobiles en Europe. Et le premier point que je voudrais vous dire, c'est que c'est un projet qui est extrêmement enthousiasmant pour 2 raisons. La première, c'est que clairement, nous contribuons à la protection de la planète, alors à notre échelle, en permettant cet accès à une mobilité propre et une mobilité qui soit abordable pour tous les citoyens. Et puis deuxièmement, nous contribuons, me semble-t-il, à l'intégration en Europe et en France en particulier d'une industrie à très forte valeur ajoutée. Et donc, nous contribuons à cette réindustrialisation que tout le monde appelle de ses voeux aujourd'hui. C'est donc un projet qui est particulièrement enthousiasmant, qui nous enthousiasme, qui enthousiasme toute l'entreprise, qui est un projet difficile. C'est un projet qui est extrêmement difficile. Donc, vous l'avez senti, vous l'avez compris, je l'imagine. Il est à la fois très coûteux. Les montants dont nous parlons sont extraordinairement élevés. Pour construire 120 gigawattheures, il va falloir, qui est notre feuille de route industrielle, il va nous falloir quelque chose comme 7 milliards d'euros, donc des montants très importants. Il me paraît fondamental que l'Europe aille jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire à la fois protège les industries naissantes, à la fois contribue à ce que ces industries naissantes puissent s'appuyer sur un écosystème qui soit un écosystème européen, sans quoi le combat sera encore plus difficile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être Lionel Prévost?
en complément, nous distributeurs automobiles, enfin, on est convaincus qu'il faille être un acteur majeur dans cette transition, et on est convaincus également qu'il faut réinventer notre business model, se tourner vers demain. Là, on a beaucoup parlé de formation. Je pense que c'est un point extrêmement important. Vous avez parlé tout à l'heure de voitures autonomes, de services connectés. C'est aussi des pans qu'il va falloir très vite explorer chez nous. On parle du moyen long terme, le court terme quand même, et mes deux voisins en ont parlé tout à l'heure, c'est l'accessibilité, c'est attention à la fracture sociale. Moi je redis un point, c'est que tant au niveau du VN qu'au niveau du VO, il va falloir que on soutienne notre offre si on veut que cette offre elle soit accessible pour nos clients. Et j'alerte à court terme sur l'état du marché. Le marché français cette année, ça va être un des marchés les plus bas historiquement, autour de 1,7 million. Et que nous, si jamais il y a un moment on ne soutient pas cette offre, on a des entreprises à faire vivre, et que si le marché reste durablement autour de 1,7 million, non soutenu ou moins soutenu, économiquement, ça pourrait avoir des impacts. Alors il n'y a pas le feu aujourd'hui, mais j'alerte sur ce point. Au-delà de la fracture sociale et au-delà du nécessaire soutien pour accéder à ces nouvelles mobilités, il y a aussi derrière des entreprises qui ont des surfaces conséquentes, fort du poids du passé, à payer au quotidien. Merci beaucoup. Diane, peut-être ? Merci, oui. Nous, notre boussole, c'est vrai que c'est la crise climatique avec toute la composante sociale qu'elle a, hein, pour ceux qui ont lu le rapport du GIEC, vous savez qu'on a que 30 ans. Et donc on parle de finalement l'avenir de toute une génération et pas seulement d'une poignée d'individus. Donc c'est ça notre boussole. Pour nous, c'est vraiment essentiel de fixer des jalons pour aider toute la filière. Et dans ce cadre-là, on est pour fixer des objectifs intermédiaires de normes, notamment en 2025, en 2027, pour vraiment s'assurer que les constructeurs européens rattrapent justement le retard qu'ils ont pris vis-à-vis de la Chine. L'emploi, c'est bien sûr aussi notre boussole, et c'est la deuxième chose. J'entends beaucoup de dépit quand je discute avec la filière de l'évolution, prennent les choses, la difficulté des discussions avec les pouvoirs publics, etc. Donc j'espère qu'on va vraiment pouvoir travailler là-dessus. Ce sera vraiment un axe fondamental de notre travail. Et puis, le troisième point que je voulais faire en conclusion, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'évolution des business models. Nous, dans nos modèles climatiques, pour réussir à atteindre un objectif de moins 55% de CO2 en 2030, il faut moins 30% de kilomètres parcourus. Moins 30%, donc ça veut vraiment dire changer nos usages. Ça veut dire probablement moins de voitures en ville. Et là, on parle pas seulement des nantis, des centres-villes, mais on parle de toutes des métropoles. Hein. Je vous rappelle que les zones à faible émission, elles sont installées en grande périphérie. C'est des métropoles très très larges qui mettent en place ces zones à faible émission. Il va falloir proposer des alternatives convaincantes pour ces personnes. Ça peut être la mobilité, ça peut être la voiture, mais ce sera peut-être une voiture partagée, électrique. Voilà, en tout cas, le covoiturage, en tout cas, il va falloir réussir à réduire ces kilomètres parcourus. Et là, il va falloir beaucoup de créativité et j'espère d'entrepreneuriat. Enfin, peut-être juste un dernier commentaire. Bien sûr que pour comprendre le marché, on va continuer à regarder les chiffres de vente de véhicules neufs et de véhicules d'occasion. Mais je reviens à ce point qu'il faut aussi réduire les kilomètres parcourus. Et finalement, ce qui est important, notre boussole, ça doit être l'usage. Est-ce que tout le monde a un mode de mobilité, de transport qui lui convient, qui lui permet d'aller là où il veut, de faire ses courses, etc. Et ça, c'est des indicateurs qu'on prend encore très peu en compte. Donc on ne peut pas rester sur des indicateurs quantitatifs de vente et d'offres pour comprendre la mobilité. On va avoir une réflexion beaucoup plus large des types de mobilité. Et donc c'est vrai qu'il faut s'intéresser à cette question. Quelles sont les bonnes mesures pour savoir si finalement les politiques qu'on met en œuvre répondent aux besoins des citoyens. Merci. Marc. Oui, peut-être moi pour conclure. D'abord, je trouve qu'on vit une période qui est formidable, qui est passionnante dans toutes ces transformations. Et je pense franchement qu'il faut qu'on croie dans les atouts qu'on a. La France a quand même des sacrés atouts dans cette bataille. Alors, dans le même temps, et d'ailleurs, je trouve intéressant qu'il y a encore 2 ans, pour moi, ça paraissait pas évident que finalement l'Europe accepte d'investir massivement pour des gigafactories de batteries parce qu'on pouvait très bien avoir un modèle où tout est fait en Asie. Voilà, donc ça, je trouve que c'est des signaux qui ne sont pas inintéressants.
Après, il faut être lucide. Enfin, on n'en a pas trop parlé à cette table ronde, mais la filière automobile, en ce moment, elle souffre terriblement. Les pénuries de semi-conducteurs, les stop-and-go permanents, les stocks qui sont constitués, les très fortes hausses de matières premières, d'énergie, etc. Tout ça fait qu'on a une filière aujourd'hui qui est fragilisée. Et c'est dans cette période-là qu'il faut investir massivement pour le futur. C'est pour ça qu'il faut absolument être fortement aidé si on veut y arriver. On a besoin d'accompagner massivement de très nombreuses entreprises qui ont besoin de se reconvertir, les salariés. Il y a un énorme travail à faire de formation, donc tout ça, c'est absolument fondamental. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur toute cette question d'acceptabilité, du sens de cette transition, de la cohérence, parce que moi, le pire, cette transition, elle ne sera pas douce, elle va être brutale, malheureusement, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la faire. Le pire pour moi, c'est si dans 20 ans, on fait le bilan que finalement, sur le plan environnemental, ce n'est pas si terrible que ça. Or, ce n'est pas complètement gagné. Il faut vraiment qu'on ait une grande cohérence par rapport à ça. Et je dirais, pour ça, on a vraiment besoin de davantage de stabilité et de visibilité. Bon, Diane Strauss l'a redit, il nous faut des objectifs intermédiaires 2025-2020. Ce qui est terrible quand même pour l'industrie, c'est en permanence, mais depuis moi 3 ans et demi que je suis là-dedans, mais on a sans arrêt eu tous les 6 mois des nouvelles injonctions, contraintes, etc., qui sont très contraignantes, quoi. Et ça, c'est pas très bon, parce que de toute façon, c'est des investissements très lourds à faire. On a besoin de stabilité, de visibilité et de cohérence dans l'ensemble. Mais soyons optimistes. Enfin, je pense vraiment que si on y croit, je veux dire, tous les pays sont face à ces difficultés. Je pense que sur le fond, l'Europe, malgré tout, s'est mis quand même plutôt en avance par rapport aux Américains. Bien sûr, la Chine avait de l'avance, mais malgré tout, l'Europe est quand même bien positionnée. Et comme c'est une tendance mondiale, je veux dire, il faut en faire un atout en même temps par rapport à ça. Par contre, je pense qu'il faut qu'on réussisse à se protéger, et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Diane Strauss évoquait juste le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Très honnêtement, pour la filière automobile, bon, ça concerne aujourd'hui l'acier et l'aluminium. Honnêtement, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va même peut-être un tout petit peu l'aggraver, puisque globalement, il y aurait une taxe quand on importe de l'acier. Par contre, si on importe non pas l'acier, mais une pièce déjà emboutie, par exemple, en acier, elle ne sera pas taxée. Donc, du coup, enfin, voilà, il y a plein d'effets pervers possibles. Et c'est vrai que je trouve, pour conclure peut-être, la grande difficulté qu'on a, c'est que cette transition, il faut la faire, elle est indispensable, il n'y a aucun doute. Je ne suis pas sûr que les règles du commerce international telles qu'elles existent aujourd'hui peuvent nous permettre véritablement de concilier cette volonté de l'Europe d'aller vite. Et l'Europe a raison en soi, avec le fait de réellement défendre notre industrie, nos emplois dans le contexte dans lequel on est. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des grands défis et on souhaiterait que la présidence française de l'Union européenne puisse vraiment se saisir de ces sujets-là. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Il me reste à remercier nos 6 intervenants de la qualité des propos qu'ils ont pu conduire. Moi, je conclurai à titre personnel très, très vite en disant, bon, on a perçu, je pense, dans les débats de ce matin, à la fois l'ampleur de la tâche et finalement le niveau de préparation de l'ensemble des acteurs, quoi. Il y a quand même une qualité de réflexion sur cette mutation qui nous attend. Comme disait Marc Morturel tout à l'heure, les enjeux, on les connaît assez bien. On a commencé à y réfléchir. Et puis, comme économiste, je dirais, on a quand même aujourd'hui une politique monétaire qui permet de mobiliser beaucoup d'argent public, et ça a changé assez fondamentalement le rapport qu'on a à la politique industrielle dans les 2 dernières années. Et il faut croiser les doigts et espérer que les taux d'intérêt repartent pas à la hausse à un moment comme celui que nous vivons. Merci.